Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Régis Gaudin, vous êtes professeur d'art plastique à l'université d'Amiens, mais surtout vous êtes l'auteur de la série Le sang des 7 rois, parue aux éditions de La Talente, saga en plusieurs tomes, tous sortis en poche. Et vous avez édité, voilà, en début d'année, le nouveau tome, Prélude 1, ce qui sous-entend qu'il y aura un prélude au moins 2, intitulé donc Prélude. Régis Gaudin, bonjour. Bonjour. Avec cette saga en 7 tomes, vous nous plongez dans une saga fantasy où se mêlent, dans une atmosphère moyenâgeuse et une ambiance proche de l'Inquisition, mages, compagnies secrètes, des théocrates, des nobles. Il existe un pacte. Et bien sûr, pas d'aventure sans rebelle. Un thème, le sang bleu. D'où vient cette envie d'écrire de la fantaisie ? Alors, la fantaisie, bon, déjà j'en lisais avant de commencer à écrire, hein, ça plonge dans un univers un petit peu différent. C'est-à-dire que raconter donc des histoires dans l'univers quotidien que nous pouvons vivre m'intéresse pas du tout en fin de compte. C'est pas que ma vie m'intéresse pas, elle m'intéresse comme pour chacun d'entre nous, mais ça m'enlève beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dois travailler dans un monde existant, un monde concret, hein, qu'on peut, eh bien à un moment donné, on va se retrouver face à tout un ensemble de contraintes, hein, de contraintes politiques, de contraintes géographiques, hein, de contraintes historiques, qui empêchent finalement d'avoir complètement les goûts des franches, les mains libres. Le fait de travailler dans des univers imaginaires permet justement de pouvoir recomposer. Alors on travaille sur les mêmes thématiques. Hein, ce serait une erreur de penser que les littératures de l'imaginaire ne sont pas sérieuses et qu'elles ne travaillent pas sur l'économie, qu'elles ne travaillent pas sur le problème des mœurs, le problème de la répartition des pouvoirs. Ça fonctionne, ce sont des mondes imaginaires qui fonctionnent un peu comme les nôtres, mais par contre, effectivement, ça permet d'avoir une totale liberté sur les paramètres qu'on met en place. Alors c'est vrai que là sur les premiers, c'est une période qui est moyenâgeuse, enfin on est entre 500, enfin 600 et 800 début de notre ère. Mais c'est associé aussi à des références de l'imaginaire collectif sur cette période-là aussi, avec des quêtes, des mages, de la magie. Est-ce que vous appuyez là-dessus ou vous avez encore dérivé sur d'autres thématiques ? Alors c'est plus complexe que ça en réalité, parce qu'on n'est pas sur la Terre. D'ailleurs, la carte montre bien que c'est pas du tout. Il y a un seul continent qui correspond un peu à un état d'évolution de la Pangée. Hein, étant donné, je me suis inspiré de cette carte-là en la modifiant. D'ailleurs, gentiment, vous avez mis une carte en début oui, d'ouvrage. Oui, ça, il faut s'y retrouver un petit peu, c'est clair. Et donc, on n'est pas sur notre planète, donc on n'est pas dans les calendriers qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on démarre donc en l'année 806 parce que j'avais une 806 Peugeot à l'époque. C'est-à-dire que c'est un jeu tout ça. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir donc tout un ensemble de paramètres et cette liberté. Alors, on serait au 9e siècle hein, donc de cet univers-là, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre. Technologiquement, sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'état de la société, on serait plutôt au 13e siècle. Hein, c'est vrai que dans l'écriture, vous consacrez une grande partie, en tout cas du premier tome, à de la description, à de l'explication des décors, des personnages, des clans, des sectes. Enfin, il y a pas mal de références pour rentrer dans l'univers. Oui, bien sûr. Alors, on démarre sur un fil qui est simple quand même. On démarre sur juste un enlèvement d'enfant, et à partir de cet enlèvement d'enfant, on va découvrir par les yeux du personnage l'univers dans lequel il évolue. Ça nécessite, comme quand on débute finalement un roman dans le domaine de l'imaginaire, de plonger un peu le lecteur, de lui faire comprendre un peu comment fonctionne cet univers. Donc, il faut donner des clés. Il faut donner des clés, et à partir de là, il y a des phases effectivement qui sont descriptives. Hein, mais pour autant, on reste quand même dans une littérature de feuilleton, une littérature dans laquelle chaque chapitre va faire avancer l'histoire, un petit peu comme on a retrouvé chez Dumas. C'est plus une écriture du 19e siècle, on va dire. Oui, après, c'est vrai que le style littéraire permet d'être très fluide et on suit très facilement l'épopée, en tout cas du premier personnage au début d'Orville, capitaine, ambassadeur, militaire. Donc il y a une espèce de plusieurs titres qui partent à la recherche de ces enfants enlevés. Après, quels sont les codes que vous avez utilisés entre réalité et imaginaire pour construire ce monde que vous décrivez ? Il y a vraiment dans le premier tome, il y a la carte au début, il y a un glossaire à la fin avec une explication de qui est qui fait quoi, presque. Et ce lien avec le fameux sang bleu.
Alors, le lien avec le sang bleu, lui s'inscrit par contre dans l'histoire et dans notre histoire à nous. Vous savez, chacun sait que les nobles sont censés avoir donc le sang bleu. Je n'en ai jamais égorgé pour ma part, donc je ne peux pas vérifier et l'attester. Mais par contre, hein, c'est pas la seule fois, la seule occurrence de la question du sang bleu dans l'histoire. Les premiers rois sumériens sont censés avoir eu le sang bleu et vivre des centaines d'années. La question du sang bleu va se retrouver aussi, ou lors de la couleur bleue, se retrouve par exemple sur la couleur de la peau de Bouddha, se retrouve aussi dans certains dieux aztèques, etc., etc. Et donc la permanence de la question donc, du bleu du sang, c'est quelque chose qui, à un moment donné, permet, quand on fouille un peu et quand on développe cette question-là, de construire déjà des univers. Par exemple, Louis XIV étant noble, il est censé avoir du sang bleu qui coule dans ses veines. Or, il se prétendait le descendant direct du Christ. Donc le Christ avait-il lui-même le sang bleu? C'est une question qu'on peut poser. Et à fur et à mesure que, quand on va commencer comme ça à réfléchir sur cette question du sang bleu, si on met à peu près partout sur la terre les dieux qui auraient la couleur bleue, le sang bleu, les nobles qui l'auraient aussi, les rois sumériens, etc., ça finit par faire une forme de récurrence de cette question-là. Alors, C'est vrai que vous appuyez en tout cas sur cette couleur du sang pour créer, générer les premiers conflits dans votre démarrage de série en tout cas. bien sûr, mais cette question du conflit par rapport au sang bleu existe aussi dans notre société. Les nobles se mariant entre eux, et donc excluant de fait, hein, sur le plan matrimonial, hein, la relation au reste de la population, c'est aussi quelque chose qui fait sens. Parce que puisqu'ils n'ont manifestement le sang bleu que dans la symbolique, hein, parce qu'ils sont biologiquement plus ou moins comme nous, eh bien, qu'est-ce qu'ils recherchent en se mariant entre eux? Est-ce que ce serait un gène récessif, par exemple, voyez? Donc, est-ce qu'ils chercheraient à faire réémerger les qualités supposé donc de ce sang bleu en se remariant, en se croisant les uns avec les autres. Et donc, à un moment donné, c'est pas parce qu'on est dans un univers hein, qui est complètement imaginaire hein, qu'il n'y a pas une forme de logique. Une forme de logique et de construction extrêmement minutieuse, donc des enjeux et des tensions. On se retrouve effectivement dans des conflits politiques, de royaumes qui s'affrontent. Justement, dans le premier tome, donc il y a deux enfants qui sont kidnappés, un personnage Orville, donc ce fameux capitaine ambassadeur militaire, hein, si je ne Voilà. dis pas de bêtises. Je Allez-y, lancez-nous, décrivez-nous un peu cette trame sur l'ensemble des personnages qui permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair sur votre saga Voilà. avant d'attaquer la problématique du prélude. D'accord. Donc, sur le sang des sept rois, faut comprendre que j'ai commencé à écrire alors que j'avais lu énormément d'Heroic Fantasy pendant 2 ans, on va dire. Hein. Pendant 2 ans, je me suis plongé un peu dans cet univers, et ce qui est assez amusant, c'est que quand on connaît bien finalement ces univers-là, pratiquement en 10 pages, on connaît la fin. Parce qu'il y a des tropes, hein, il y a des schémas, si vous voulez, narratifs hein, qui sont relativement connus. Par exemple, on va assez facilement avoir des héros qui vont avoir 12-13 ans, qui vont rencontrer un vieillard hein, qui va crever très vite, hein, de manière à ce qu'il puisse terminer de grandir seul. On trouve ça chez Eragon, on trouve ça dans Harry Potter, on va trouver ça, etc. etc., etc. Et le lecteur, un petit peu averti, finit, je dirais pas par se lasser, mais avoir fait un peu le tour des schémas narratifs possibles. Alors ce qui devient un peu amusant, c'est de jouer ensuite avec ces codes. Par exemple, des enfants sont enlevés, théoriquement, ce sont les héros. Or, les gamins, on s'en fiche, on les reverra jamais. Le héros, c'est celui qui court derrière. Et ça permet comme ça, à un moment donné, c'est un premier exemple donc, de manière dont on peut jouer avec les codes, jouer avec les structures. Dans un second temps, puisqu'on a compris que ce héros-là, qui n'a pas le bon âge, puisqu'il a une trentaine d'années, et il n'y a pas beaucoup de héros qui ont une trentaine d'années, ça n'intéresse personne cet âge-là. Parce qu'on a déjà assez vécu pour comprendre comment fonctionne le monde, mais en même temps, on n'a pas encore grand-chose à transmettre, parce qu'on n'est pas encore sur le plan de devoir disparaître. L'image du sage. L'image du sage. Donc, on est un peu entre deux âges ou entre deux sages, comme vous dites. Et par rapport à ça, donc, c'est lui le héros, voilà, dont acte. Et donc, il a une quête. Très souvent, deuxième tarte à la crème de la fantaisie, c'est que la quête est le sujet du livre. Or, au milieu du livre, sans trop en dévoiler, la quête va lui échapper. Et lui va continuer quand même, alors que la quête, il va perdre les enfants de vue, il ne peut pas les suivre là où ils sont partis, il ne peut rien y faire. Et donc ça signifie que là encore, c'est un contre-pied. C'est-à-dire que le lecteur s'attend à ce que la quête soit le sujet du livre, sauf que la quête s'effondre et il va rester derrière 8 tomes et demi ou 9 tomes et demi. Et donc c'est que la quête n'est pas le sujet du livre, etc. etc. Et c'est très intéressant derrière ça de comprendre qu'effectivement, il y a un univers, il y a du sang bleu, mais que derrière, c'est quand même avant tout une réflexion, ce livre-là, sur
finalement, qu'est-ce que c'est qu'une structure de roman, qu'est-ce que c'est qu'une structure de récit, est-ce qu'on est obligé d'emprunter toujours ce que les gens s'attendent à lire, et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dedans, c'est non pas écrire le livre que j'avais aimé, parce que celui-là, il existe et ça ne m'intéressait pas de le réécrire, ce qui m'intéressait, c'est d'écrire le livre qui me manque. Le livre qui me manquait, c'est-à-dire où rien ne se passe comme je m'attends à ce qu'il se passe. Alors derrière, il y a une construction sociopolitique qui se veut assez solide. Oui, il y a quand même des descriptions très précises sur la représentation des uns, des autres, des enjeux. Tout à fait. Ça renvoie toujours à la même question, c'est qu'est-ce que les gens mangent? C'est-à-dire que quand on commence sur un livre, sur un univers, si on ne sait pas ce que les gens mangent, on a une histoire qui repose sur du sable. Parce qu'à un moment donné, on va avoir quelque chose qui est complètement décalé d'une réalité quotidienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir mettre en place où est produit l'alimentation, est-ce qu'il y a du commerce, s'il y a du commerce qui profite de ce commerce-là, etc. Et donc il faut derrière le 117.3, il y a toute une construction sociale qui s'est construite en allant. Moi, je suis un auteur scripturant, c'est-à-dire que je l'invente mon histoire au fur et à mesure que j'écris. Mais vous n'avez pas une trame et une vision jusqu'au bout. Je ne sais pas faire ça. Je n'arrive pas à les suivre, les trames. Donc elles tombent d'elles-mêmes. Donc, je n'ai aucune trame d'avance. Par contre, cet univers se consolide au fur et à mesure, se consolide et se structure autour de ces questions économiques. C'est-à-dire que si on veut écrire une histoire dans laquelle on se pose des questions, dans lesquelles on ne peut pas savoir comment les gens vivent, eh bien, c'est une histoire qui très très rapidement va devenir superficielle et va nous ennuyer, parce qu'on va avoir des incohérences économiques, des incohérences de transport ou d'espace. Voilà. Ou de conflits ou de rapports entre les hommes. D'ailleurs, justement, comment s'articule la pression, parce qu'il y a quand même ce personnage central qui est censé mener sa quête, comment s'articulent les jeux de pouvoir, parce qu'il y a même, en tout cas c'est clairement dit dès le départ, que sa vie est en jeu si ça arrête de poursuivre sa quête. C'est la question du secret. C'est la question du secret, c'est-à-dire qu'il va être investi d'un pouvoir, mais tout pouvoir a une contrepartie. Parce que son pouvoir est quasi immense. Il est départ, immense, il est voilà. Posé, mais personne ne peut le retenir quasiment. C'est logique parce qu'il doit avoir les mains libres. Donc s'il doit avoir les mains libres, il ne faut pas que la société en elle-même puisse s'ériger en entrave, en quelque sorte, fabriquer des entraves dans sa quête. Mais à partir du moment où la quête lui échappe, où elle se termine, il perd tous ses pouvoirs. Qui sont des pouvoirs politiques, on entend bien des pouvoirs hiérarchiques. Et à partir de ce moment-là, on va lui soit le tuer, soit le mettre dans un endroit où il ne pourra pas nuire, parce qu'il a accédé à des niveaux de secret, des niveaux qui ne doivent pas sortir d'un cercle extrêmement limité. Et la question du secret, la question des sociétés secrètes, la question de la préservation de l'information, ce sont des choses qui nous touchent de près dans notre existence toujours valables de nos jours d'ailleurs. Absolument. Avec cette recherche de transparence d'information ou de la surinformation qui existe déjà dans vos ouvrages aussi. Absolument. Et pouvoir et contre-pouvoir. Justement, pour continuer sur cette quête, vous venez donc de sortir le Prélude 1, qui lui se situe, alors si on lit la 4e de couverture, on peut le lire avant, on peut le lire après, mais dans toute logique, c'est une continuité pour donner une explication sur peut-être l'origine du sang bleu, ce qui signifie qu'il faut se lire déjà un bon paquet d'ouvrages avant. Ou pas forcément. C'est un seul livre, c'est un seul livre qui fait certes 9 tomes, mais c'est pas la seule fois qu'on aura écrit des livres en 9 tomes, il y en a bien d'autres. Et parfois il y en a comme La Roue du Temps de Robert Jordan qui en comporte beaucoup plus. Voilà, donc alors il faut savoir aussi que l'heroic fantasy, ce sont des romans univers qui vont générer parfois d'assez gros volumes d'écriture. Le 117.3, c'est pour l'instant effectivement plusieurs milliers de pages. Mais alors le prélude, faut bien comprendre que quand on est un auteur scripturant, c'est-à-dire qu'on invente l'histoire au fur et à mesure qu'on l'écrit. Ça génère des manques à un moment donné. Ça génère des manques et surtout, il faut trouver parfois des justifications. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire entrer un personnage, mais le personnage qu'on fait rentrer, on ne le connaît pas. Quand j'ai des personnages qui rentrent, c'est parce que je sens le besoin d'un personnage, mais je ne sais pas qui sont ces personnages. Je ne sais pas s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, quels choix ils vont faire. Et donc, à un moment donné, c'est en regardant fonctionner les personnages que je vais finalement leur inventer une histoire. Et à partir de ce moment-là, on comprend bien qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, elle recule en même temps. Elle se construit symétriquement. Parce que quand on va avoir un personnage qui va intervenir, il va dire bah oui, d'où vient-il Il semble connaître cet autre personnage que j'ai déjà mis en place. Mais où se sont-ils rencontrés? Donc on invente le passé en même temps qu'on va inventer le présent du livre.
Et donc, de ce fait-là, je me suis retrouvé à la fin du CA3 avec autant de matière, en gros, sur le passé que que ce que j'avais écrit sur les 7 ans du son des C3. Et donc, à un moment donné, en gros, le prélude qui va être au moins sur 2 tomes, enfin, le deuxième tome est écrit, il est en cours de relecture chez l'éditeur, eh bien, c'est juste de la matière que j'avais et que je développais, que je retravaillais, parce que je suis aussi surpris de ce que j'écris sur ce que je pensais connaître hein, que quand j'écris sur des choses qui se déroulent dans le présent du livre. Et donc, en gros, on va découvrir les racines qui ont fabriqué le son des C3. Il vaut mieux le lire après, mais on peut le lire aussi d'une manière totalement indépendante, puisque finalement c'est le début de l'histoire, hein, sous forme un peu d'un flashback. Ouais. Et d'ailleurs, sur la forme narrative, c'est aussi un récit raconté par. Oui. Donc il y a aussi comme une mise en abîme pour nous prévenir de la situation dans laquelle se construit l'ensemble de la saga. Et on découvre aussi, j'ai l'impression qu'on rentre beaucoup plus dans un univers science-fiction que fantasy, même s'ils se sont construits au fil des tomes précédents. Mais on a un univers sur une échelle de temps beaucoup plus large, en tout cas sur ce tome. Alors, la question de la science-fiction et puis de la fantasy, c'est quelque chose qui... c'est anecdotique, hein, tout ça, naturellement, mais tout est fait d'anecdotes, je pourrais en citer quelques-unes. Quand je lisais beaucoup, j'étais aussi un lecteur de bibliothèque, parce que malheureusement pour vous, on ne peut pas tout acheter. C'est un tort, d'ailleurs. Vous invite tous à y retourner à la librairie, prendre un ou deux ouvrages de plus. Et donc, ce qui m'avait surpris un petit peu, c'est que on trouve donc de la science-fiction. Donc, avant, il n'y avait pas le descripteur FA pour la fantasy, il n'y avait que SF. Et donc, la moitié de la collection à la bibliothèque d'Amiens, la moitié de la collection était donc de fantasy était rangée dans le rayon SF. Et je me dis finalement, est-ce que c'est aussi différent? Est-ce que c'est aussi différent, la science-fiction, la littérature générale, ou bien... Et donc, c'est juste ça, c'est une question que je me suis posée. Et donc, un des défis que je m'étais lancé, c'est de faire croire au lecteur qu'on partait sur un récit d'heroic fantasy ou de médiéval fantastique, et en réalité, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que dès le tome 2, on va commencer à avoir des détails anachroniques qui vont progressivement s'ancrer dans le récit et à la fin, sans dévoiler donc l'action, on est finalement dans une forme d'ambiguïté dans laquelle on a ces deux univers littéraires hein, qui s'affrontent. C'était le projet un peu du livre. Et donc, dès le début sans que je le dise au lecteur sur un tome et demi, nous sommes dans une projection, mais qui n'est pas absurde. On peut très bien imaginer que, par exemple, quand une civilisation s'effondre, qu'elle revienne à des stades de technologique beaucoup plus primitifs. Et c'est vrai que là, sur l'évolution, alors sans dévoiler non plus des passages sur cet épisode, j'ai envie de dire, de prélude, on a une narration comme un vieux sage qui raconte à des enfants le passé, l'avenir, enfin les tomes précédents presque. Et on vient se bousculer, on se retrouve même à Perpignan de nos jours à certains moments, ce qui peut être aussi surprenant quand on a commencé la saga. Oui, mais c'est un retour en arrière, c'est un flashback, puisque c'est effectivement donc un des personnages, Gabriel, qui va expliquer un petit peu quelle était cette histoire-là. Et donc c'est une histoire d'aller-retour finalement entre une planète d'origine de cette population qui vont devoir venir sur Terre à un moment donné pour ensuite repartir. Et c'est là que je fais le lien entre les rois sumériens, le sang bleu, et c'est là que finalement je vais donner des clés, en réalité, des clés de compréhension. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai plusieurs lecteurs du sang des C3 qui ont lu, qui ont accompagné donc la sortie des 7 tomes et qui se disent bah, c'est malin, maintenant je suis obligé de les relire. Je vais de les relire. Maintenant qu'ils ont lu le prélude, ils ne pourront plus avoir la même lecture du livre. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des justifications comme ça, une espèce de cohérence qui lève un poil de mystère. En ce sens, on peut le lire avant, bien sûr, hein, et on aura donc une lecture ensuite du sang des C3 qui sera particulière. On peut le lire après, ce qui peut impliquer le besoin de le relire, mais quelqu'un qui aura lu le prélude avant ou après aura lu les mêmes pages, mais n'aura pas du tout traversé la même expérience de lecture. Et vous, dans la construction du récit, puisque vous le faites certes au fur et à mesure, mais est-ce que vous êtes gardé dans un coin un schéma pour essayer justement d'être cohérent dans les croisements de personnages ou des anecdotes où on peut trouver des failles il y en aura, mais vous savez, il y en a partout. Chez Victor Hugo, on va en trouver si on gratte un peu. Ça peut être des incohérences par rapport entre la distance et le temps, ça peut être... mais il faut bien comprendre. C'est pas une grosse importance de cela, mais est-ce que justement dans votre fil et votre construction de votre narration,
vous essayez de retomber sur vos pattes. Ah bah, naturellement, il faut chercher la cohérence. Mais vous savez, la question de la cohérence dans un récit d'aventure comme ça, c'est pas toujours ça nous attend pas toujours là où on l'attend. Par exemple, je me souviens donc d'un des relecteurs de la Talente qui me disait bon bah voilà, là il descend du cheval, mais il n'était pas sur un cheval avant. Donc comment tu résous ça? Ça c'est facile, il descend plus du cheval. Voilà bon. Par contre, il y avait d'autres problèmes. C'est que par exemple, quand j'avais de multiples fils narratifs dans le Sang de cette roi, à un moment donné, je pouvais avoir par exemple un chapitre qui se termine, un autre chapitre intermédiaire, et on retrouvait le fil narratif précédent après. Sauf que le chapitre au milieu, par exemple, durait 3 mois, et qu'on retrouvait ensuite le personnage 3 jours plus tard. Et ça crée des distorsions de temps à l'intérieur de l'histoire. Alors ça, c'est plus difficile à voir, parce que quand on écrit au fur et à mesure, mais c'est la relecture qu'on s'en aperçoit. Alors, je ne fais plus du tout comme ça maintenant. Quand j'aborde un nouveau chapitre avec plusieurs fils narratifs, je commence par me poser un certain nombre de questions. Où sont-ils? Voilà, ça c'est important. Depuis combien de temps je ne les ai pas vus? Ce qui permet d'intégrer la notion du temps des chapitres intermédiaires. Puis ensuite, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Voilà, ça permet comme ça de resituer un peu les choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Et en fonction de ce qu'ils veulent, il suffit de se mettre à leur place et puis d'essayer de s'en sortir. Et on a résolu les problèmes de cohérence, notamment temporels. Voilà. Alors dans les mondes que vous constituez, il y a des personnages étonnants, il y a toujours un langage particulier qu'on retrouve soit dans la SF, soit dans la fantasy, et tout ça vient se croiser. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander qui sont les Dracs, les Anki ou les Nunaki, Alors, les qui Dracs, se voilà. bastonnent pas mal quand même. Ah bah oui, mais ça, c'est le jeu. Vous savez, on se bastonne pas mal aussi au sein de l'espèce humaine. Ça, c'est pas quelque chose que la science-fiction a inventé. Alors là, Allez savoir, c'est peut-être eux qui les ont... c'est pas exclu. Peut-être si je fais un tome 3 dans le prélude, j'intégrerai cette dimension. Et donc, alors, les Dracs, c'est une peuplade imaginaire qui peuple cette planète d'origine. Voilà. Et alors, faut pas chercher très loin l'origine des noms. Ça vient donc de l'équation de Drake. Vous savez, l'équation de Drake, c'est donc un scientifique qui a évalué sur le plan statistique la probabilité qu'il y ait d'autres espèces développées dans la galaxie. Et c'est assez drôle. Donc c'est un hommage caché finalement à quelqu'un qui a beaucoup influencé donc les science-fiction. Alors après, les Anunnaki, Anki, etc. C'est pas moi qui invente ça. Hein. Ce sont des espèces supposées en ufologie qui sont censées être plus ou moins, vous savez, dans le folklore ufologique, des extraterrestres qui auraient visité la Terre, etc. Donc ça, c'est juste le travail de recherche, et j'ai pas eu le choix des noms des peuplades. Par contre, vous êtes vraiment imprégné voilà. sur Par contre, les références de l'inconscient collectif. Bien sûr, mais quand on creuse un petit peu, ça devient très intéressant. Par exemple, à la Renaissance, on va avoir tout un ensemble de récits, à peu près partout dans le monde, de combats aériens. On va trouver ça, par exemple, c'est accessible à tout le monde. Hein. On n'est pas qu'on croit à l'ufologie, aux extraterrestres ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Moi, j'y crois pas particulièrement. Les distances sont trop grandes. Mais il n'empêche que on trouve des traces, par exemple, dans les chroniques de Nuremberg. Dans les chroniques de Nuremberg, donc au XVIe siècle, on va se retrouver face à donc une relation donc de combat aérien qui serait passé donc dans le ciel avec des vaisseaux qui se tirent dessus, etc. Et donc j'ai deux combats qui se passent au-dessus de l'Allemagne qui sont tout simplement, j'ai suivi les textes d'époque, si vous voulez, que chacun peut retrouver, hein, et des textes d'époque par rapport à ça. C'est quand même... Ici, ça construit en fait votre récit en fonction de références. Tout à fait. Par exemple, sur la 4e de couverture, c'est un texte que je n'ai pas écrit. C'est un texte qui a été écrit par Agobard, qui était évêque de Lyon, donc au 8e siècle, 8-9e siècle. Je vais en donner lecture parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire de lire ça aujourd'hui. Alors, nous avons vu et entendu la plupart des gens abrutis d'une telle folie, égarés par une telle bêtise qu'ils croient et disent qu'il existe un pays appelé la Magonie, d'où viennent dans les nuages des navires, où des moissons qui se sont abattus par la grêle et la tempête sont transportés dans cette même contrée, les pilotes aériens eux-mêmes les donnant sans doute comme salaire aux sorciers des tempêtes, et recevant du blé ou d'autres fruits de la terre. Parmi les gens aveuglés ainsi par une ineptie si profonde qu'ils arrivent à croire cela, nous en avons vu plusieurs dans un couvent d'hommes présenter 4 personnes enchaînées, 3 hommes et une femme, qui seraient tombés justement de ces vaisseaux.
C'est-à-dire qu'au IXe siècle, cet évêque parle tout simplement donc de gens qui habiteraient en gros dans les étoiles, qui habiteraient dans le ciel. La Magonie, c'est le pays des mages, hein, c'est la magie, c'est la même racine. Et donc, dans lequel il y a des gens qui tombent des vaisseaux et qui sont prisonniers. Alors naturellement, dans le livre, on va retrouver ces 4 personnages. Et à un moment donné, dans tout le passage qui va se dérouler sur Terre, j'espère qu'un jour, il y a des gens des lecteurs qui vont se prendre au jeu, essayer de croiser toutes les sources, parce que je n'ai rien inventé. Y compris quand ça se passe autour d'Amiens, sur une personne au sang bleu, Madeleine Smith, qui aurait été donc accidentée, conduite dans une clinique qui existait encore à Amiens quand j'étais jeune, la clinique Pochet, qui a déménagé depuis, et dans lequel le docteur Pochet à l'époque a voulu donc mettre sous perfusion cette personne-là. On est dans les années 50, hein, et le sang était bleu et il n'appartenait à aucun groupe connu. Alors, ce sont des choses, des bizarreries, et dans la nuit, cette personne-là aurait disparu. Aucune trace voilà. Ce sont des choses qui sont très intéressantes. Après, il y a peut-être des choses qui sont des inventions. J'ai essayé de m'inspirer donc des sources historiques les plus probantes. Donc les chroniques des Nuremberg, des tableaux dans lesquels on voit des combats aériens, des choses comme ça. Donc à Stockholm, par exemple, j'ai pas tout mis à l'intérieur. Il y en avait trop. Il y en avait trop. Par contre, il y a des périodes qui semblent avoir été plus denses sur ce plan-là, qui sont les périodes de la Première Guerre mondiale, des années 50. Les années 50, c'est intéressant parce qu'il y a eu le projet Blue Book, il va y avoir donc des volontés d'informer ou de désinformer par rapport à ces questions-là. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants, qui donnent beaucoup de clés. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les forces en présence nous parlent des Foo Fighters. Les Foo Fighters sont des boules de lumière qui accompagnaient les escadrilles parfois au-dessus de l'Allemagne et qui rentraient parfois dans les cockpits. On ne sait pas bien ce que c'est. Et donc les Alliés pensaient que c'était une arme secrète allemande et les Allemands pensaient que c'était une arme secrète alliée. En réalité, personne ne sait ce que c'est. Ça, c'est de la matière pour un auteur. J'imagine bien. C'est de la matière. Alors, cette émission se termine. Je vous invite donc à découvrir ce récit presque historique. Presque historique. Et découvrir le personnage d'Orville, ce capitaine ambassadeur militaire, au sang bleu, à la garde, que vous trouverez dans le premier tome, ou éventuellement le récit de Gavriel avec Holdaric dans Prélude. Découvrir que sont les Dracs, quel lien y a-t-il entre le sang bleu et Gavriel. Voilà les pistes pour commencer la saga, comme vous voulez, soit par le Prélude, soit par le tome 1. Merci Régis Godin pour vos réponses. Merci à vous. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et particulièrement à Anne pour la technique. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie Un Point un Trait. Merci et à bientôt.